Bonjour, bonjour à tous. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive. Ça arrive sur le chat. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais parler lentement pour faire arriver les derniers. Bienvenue et merci pour votre présence à ce webinaire où nous allons vous parler de Shadow IT et de RGPD. Un petit peu de logistique, un point logistique en attendant que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Donc vous avez un chat sur votre droite et un modérateur pour répondre à vos questions pendant notre présentation. Vous aurez un sondage aussi pendant notre présentation. 1 minute pour répondre aux questions. On partage les réponses à la fin du sondage de façon à ce que tout le monde puisse profiter des réponses de tout le monde. Donc c'est sympa de jouer le jeu. Bonjour, voilà, là ça fait un petit peu moins de, voilà, une petite minute qu'on a démarré, donc c'est parti. On va voilà, vous parler avec Roby et Jean-Christophe. On a une guest star aujourd'hui. Exactement, nous avons Jean-Christophe qui s'est joint à nous pour partager ses connaissances sur le sujet et on va vous démontrer comment est-ce qu'on identifie, on cartographie les données personnelles qui sont stockées sur un réseau d'entreprise. Roby, je te passe la parole. Merci. Alors, on va peut-être commencer par des définitions. On a parlé dans l'annonce de ce webinaire de Shadow IT. De quoi s'agit-il? Jean-Christophe, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qu'on voit? Alors oui, donc le Shadow IT, c'est Shadow, ça veut dire évidemment ombre, pardon pour la traduction, je pense que la plupart des personnes assistant au webinaire avaient compris. Ça veut dire ce qui n'est pas contrôlé par la DSI. Alors sur ce schéma au-dessus de l'iceberg, il y a les applications contrôlées, les applications qu'on pourrait appeler officielles de l'entreprise, des bases de données sécurisées, des applicatifs métiers comme des CRM, des ERP, des annuaires d'entreprise. Donc ça, en général, l'identification des données personnelles sur ce type d'infrastructure est plus rapide et mieux contrôlée. Et il y a toute la partie, sous le niveau de la mer sur le schéma que vous voyez, qui est tout ce que font les utilisateurs, lorsqu'ils ont besoin de faire quelque chose et que la DSI ne répond pas, eh bien, ils se font leurs petites applications dans leur coin et ça donne, des fichiers Excel avec des macros, des bases Access avec des formulaires, enfin c'est le règne du système D. Et là, il peut y avoir des listes de prospects, des listes de clients, des listes de on a même vu chez certains de nos clients des listes d'enfants pour un goûter et ça, la CNIL n'aime pas du tout que, ce genre de données, traînent sur des serveurs. Donc Oui, voilà, le Shadow IT, la partie Le technique. RGPD s'applique, c'est ça, hein? Voilà, le RGPD, c'est pas de données qui ne puissent être justifiables par un traitement, auprès de la CNIL. Donc évidemment, toutes ces données, on n'est pas censé détenir des listings sur lesquels on pourrait très bien faire une mailing list et harceler des clients. Ça, c'est très mal vu. Donc le Shadow IT est une cible prioritaire. En général, on trouve beaucoup plus de données, la figure le montre bien, en bas qu'en haut. Beaucoup plus de données personnelles, je précise. Mmh, mmh. Et elles sont difficiles à trouver. Et en fait, on a 2 approches, c'est ça, le top-down ou le bottom-up. On va peut-être expliquer aussi de quoi il s'agit? Oui, alors exactement. Donc le top-down, on part du sommet, on interviewe, les gestionnaires de données et on fait appel à leur mémoire ou à la documentation dont ils disposent pour cartographier et savoir où sont les données sensibles, hein. Le but de la manœuvre, je le rappelle, c'est d'identifier les données sensibles, où elles sont, sur quel disque, dans quel applicatif, pour pouvoir remplir le registre des traitements. Donc l'approche top-down, qui est une approche qui est très souvent utilisé, consiste à, conduire ces interviews et de produire une cartographie. Alors ça a de gros inconvénients parce que, la documentation, je ne vous l'apprends pas, est rarement à jour. La mémoire des personnes qu'on interroge n'est pas infaillible, donc l'exhaustivité est quasi impossible. Et encore une fois, je le rappelle, le gendarme CNIL va s'intéresser spécialement à des jeux de données dont la détention n'est pas justifiée. Alors ça, c'est l'approche, top-down et l'approche inverse qui, comme vous le voyez par les smileys, est plutôt celle que chez Tale of Data nous aimons utiliser
Eh bien, on va pas du tout interviewer les gens, on va partir du bas. Et le bas, c'est quoi? Ben, on va scanner des systèmes de fichiers, on va rentrer dans des bases Access, analyser toutes les tables, on va rentrer dans des fichiers Excel, dans tous les onglets. Et là, quand je dis on, c'est une technologie, hein, c'est un robot qui automatiquement va aspirer tout ça, va détecter les prénoms, les numéros de sécurité sociale, les numéros de téléphone, bref, les emails, les IBAN, tout ce qui est assimilable à de la donnée sensible, parce que ça permet directement, par le nom ou indirectement, par le numéro de sécurité sociale, de retrouver une personne. Et on va donc chercher tout cela de manière automatique en analysant une par une toutes les tables. Je dis table au sens large. Ça peut être du fichier structuré Excel, du fichier CSV, ou ça peut être de la base de données. Et là, on est sûr d'être exhaustif puisqu'on regarde partout. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. On peut analyser des millions de fichiers Excel en quelques heures, des millions de bases Access qui traînent sur le réseau et qui n'ont pas à être là, vont être analysés en quelques heures, voire moins, selon la vitesse du réseau. Et les résultats sont bien structurés. On va vous montrer ça tout à l'heure, tabulaire. Pour chaque colonne analysée, vous avez ce qu'elle contient, quelle quantité d'informations elle possède. Donc, Mmh. cette structuration aide à l'analyse. Donc 2 approches complètement différentes avec, une approche plutôt classique avec le top-down parce que faute de pouvoir faire mieux, c'est ce qu'on peut faire, c'est ça? Exactement, la plupart des missions que l'on a pu faire, chez Tall of Data, on a regardé aussi celles que faisaient d'autres personnes, d'autres sociétés. On a constaté que la première idée, c'était celle-là, ce qui est assez naturel, hein. On va poser la question, comme le disait l'annonce du webinar, les questions auxquelles il faut répondre, c'est: où sont les données personnelles? Qui les détient et à quelle fin sont-elles utilisées? Donc naturellement, on va poser la question à l'IT, on va poser la question au métier. C'est une approche, on va dire, instinctive. Mmh. Mais Mmh. nous, on parle plutôt de l'idée que enfin, on a la conviction, même c'est pas une idée, on a la conviction que, partir du bas, c'est la meilleure façon de ne rien oublier et donc remonter petit à petit, contextualiser l'information. Mmh. C'est une manière beaucoup plus rapide et plus efficace de sécuriser le registre de traitement du DPO. Mmh. Mmh. Ah, c'est donc on peut peut-être faire quelques exemples, de à quoi ressemble une cartographie parce qu'en fait, on est en train de parler de Mmh. cartographie du système d'information. Oui, alors, bon, je vais donc commenter, ce qu'on voit ici. Alors ça, c'est le résultat d'une cartographie d'un système de fichiers. Donc en l'occurrence, donc ça a été anonymisé bien sûr, mais chez un de nos clients, on nous a demandé d'analyser tout ce qui était file system, donc tous les disques réseau en gros, et d'aller regarder spécialement dans les fichiers Excel parce que effectivement, on a pu voir à chaque fois qu'il y avait en général 10 fois plus de données, 10 ou 100 fois plus de données, on a même vu des facteurs 100 de données personnelles sur le Shadow IT que dans les bases officielles de l'entreprise. Et ce que vous voyez là, c'est une donnée synthétisée, agrégée, où on a compté par répertoire. On est capable de descendre au niveau du fichier, mais là, on nous a demandé d'avoir une vision plus large. Donc, par exemple, sur la première ligne, vous voyez que dans le répertoire, sur certains disques réseau, Direction générale ressources humaines, eh bien, on a trouvé au total 2 259 000 et quelques numéros de téléphone. Donc, on voit par type de données personnelles, donc le nom complet, l'email, le prénom, ça peut être un sirène, hein. Un sirène est une donnée personnelle puisqu'il y a beaucoup d'entreprises en nom propre. En France, il y a même certainement une majorité, et donc le sirène vous conduit à l'individu. Donc, on voit la quantité et il est ainsi possible de savoir par le libellé des répertoires, eh bien, à qui appartient le disque. En bas, ben, voilà, la direction de la conformité a pas mal de civilité. Bon, c'est apparemment, elle est plutôt bonne élève. Par contre, la direction générale et les Mmh. ressources humaines. Alors, ça ne veut pas dire que tout est interdit, hein. Ça veut dire qu'on vous donne une cartographie et après, c'est aux personnes qui lisent et qui consomment cette cartographie de faire la part des choses entre ce qu'il est légitime de conserver et ce qui n'est pas légitime de conserver. Et Jean-Christophe, quand on voit un tableau comme ça, est-ce que c'est quelque chose que produit un consultant en analysant, dossier par dossier? Enfin, comment ce genre de tableau, il est produit? Alors, il est produit automatiquement. Le robot, entre guillemets, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'analyseur automatique, va visiter chacune des tables, hein, comme un petit robot irait, ouvre-moi le fichier Excel, j'analyse le premier onglet, le deuxième onglet, le troisième onglet, puis après je passe à une base de données, j'analyse toutes les bases de données d'un serveur. Donc tout est collecté de manière automatique à la colonne près, c'est-à-dire le niveau de granularité, c'est la colonne. Dès que j'analyse une table, dès que le robot analyse une table, il est capable de dire dans la troisième colonne, j'ai trouvé 150 000 prénoms. Voilà. Et Mmh. il stocke cette information Mmh. dans un Mmh. format structuré. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est l'agrégation de tout un scan
qui a été fait éventuellement sur un file system, mais aussi en même temps sur des bases de données. On peut lancer des scans sur plusieurs sources de données. Et là, ce rapport s'obtient automatiquement avec de la data visualisation. Il suffit de prendre les données, le résultat de scan, et on obtient en quelques minutes ce genre de rapport à l'issue du scan. Donc c'est complètement automatique. On a Voilà, il rien y a, besoin de. il y a rien à faire, c'est Mmh. customisable. On peut même changer la couleur si ça a de l'importance, pour que ça apparaisse en rouge, les endroits où il y a des données personnelles. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on peut constituer des tableaux de bord, vraiment une cartographie de couleurs des endroits sensibles au sein du file system. Mmh. Mmh. Très vite, Mmh. les utilisateurs métiers comprennent ce genre de visualisation. Alors, moi, avant de lancer le sondage, j'avais une question à poser par rapport à la slide qu'on vient de projeter. Quand Jean-Christophe, tu disais que ça analysait par colonne, on est bien d'accord que ça n'a rien le titre de la colonne n'a aucun impact sur l'analyse qui est faite. Les données qui sont analysées sont bien les données cellule par cellule. Exactement. La colonne aura beau s'appeler email ou XXX, l'algorithme va rentrer dans les données, les lire, utiliser son moteur d'inférence et décider s'il s'agit ou non d'un email. Si la colonne s'était Mmh. appelée A, B ou C, il aurait fait exactement la même chose et il vous aurait dit j'ai trouvé dans la colonne A ou dans la colonne X 130 000 emails. Voilà. Donc Mmh. Exactement. Donc, par on exemple, ne suffit pas au nom des colonnes, ce serait trop simple. Il y a beaucoup, si vous avez vu des schémas de base de données d'applicatifs, on se gratte un peu la tête en regardant le nom des tables et le nom des colonnes. Donc on peut absolument pas se fier au nom des colonnes pour faire de l'inférence, enfin pour essayer pardon pour le mot un peu technique, pour essayer d'extraire du sens, de déterminer la nature exacte de ce que contient une colonne. On ne se sert absolument pas de son nom. donc, par exemple, il pourrait très bien y avoir dans une colonne commentaire de tel fichier, il y a X email, X numéro de téléphone. Donc, ça ira même lire le contenu d'une colonne qui s'appelle commentaire. Et, Exactement. OK. Exactement. Donc, même si la colonne induit en erreur, Oui. on ne tient pas compte. On ne tient compte de la colonne que dans le rapport final pour dire dans la colonne XXX, Mmh. Mmh. j'ai trouvé tant d'emails. Mais OK. on ne sait pas au nom de la OK. colonne et c'est En une bonne question parce qu'effectivement, on pourrait croire qu'on fait un boulot rapide et en surface. Mais là, ce qui convient de faire et ce sur quoi on est responsable auprès de la CNIL, c'est d'avoir fait une analyse en profondeur. OK. Gardons un œil sur le temps. On va faire un petit On est bien. sondage, Valérie? Oui, oui, on est bien. On est à 11 minutes très exactement. Donc, sondage qui apparaît sur votre droite. Donc, on vous laisse lire tranquillement les questions de façon à ce que vous ayez le temps de bien Et on les partagera les écouter. réponses, les Voilà, statistiques. Mmh. exactement. Les résultats seront partagés juste après la fermeture du sondage. Messieurs, je vous repasse la main. Merci. Bah, en fait, on pourrait regarder directement dans l'outil, un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà, donc là, on s'intéresse vraiment aux natures RGPD, Jean-Christophe, hein? Oui, exactement. Donc sur l'écran que vous voyez là, peut-être, Roby, tu pourrais montrer comment on lance un scan déjà, puisque là on voit un résultat, montrer à quel point c'est simple Voilà, on peut d'ajouter, démarrer une analyse et voilà. dire tous les systèmes sur lesquels on veut scanner, on veut lancer un scan, on dit démarrer une analyse et puis ça tourne Voilà et ça et va tourner en tâche de fond. Ouais, voilà, il suffit de rajouter autant de sources qu'on veut. Je veux rajouter telle base de données, tel système de fichiers, tel site FTP, je veux me voilà, connecter à tel applicatif et voilà, j'ai la possibilité d'aller chercher, tout type de base de données relationnelles, MariaDB, Snowflake et cetera, PostgreSQL. Donc on peut analyser, à peu près toutes les sources de données, on reviendra un instant là-dedans, de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi simple que de configurer évidemment, attention, je le précise, on n'outrepasse pas les règles de sécurité. Le système va analyser uniquement par exemple, les bases de données pour lesquelles il a des identifiants valides. Donc, Tale of Data n'agit pas comme un pirate. Il n'y a aucun hack qui est fait au niveau de l'accès aux données. Le système n'analysera que les données qu'on l'autorise à analyser. Voilà. Et là-dessus, je commente ou Roby, peut-être que tu veux. Bah, en fait, on voit ici une liste de types de données, donc des emails. Donc si on veut voir où se trouvent les prénoms, on peut cliquer dessus et tous les enregistrements de type prénom qui ont été détectés vont être répertoriés ici. Et là, on voit par exemple, une base de données électorale. Donc le prénom du député a été détecté par le système. Le système est multilingue, donc a détecté le prénom, qu'il y avait 650 prénoms de députés dans cette base de données et peut détecter aussi,
des prénoms français dans une base de données d'infraction. Et là, Jean-Christophe, je crois que sur les bitcoins, il y a aussi des prénoms. Oui, Comment ça se voilà, fait? il y a apparemment, c'est un jeu de données pour lequel, ce sont des transactions des gens qui achètent, donc c'est un jeu de données bancaire, des gens qui achètent des bitcoins, sur les marchés, enfin qui spéculent sur le bitcoin et donc dans ce jeu de données, voilà, on trouve Mmh 105 mh. 5000 prénoms. Le prénom est assez important quand on cherche des données personnelles parce que les noms de famille ont une grande variété à l'échelle mondiale. Les prénoms sont une bonne manière d'identifier une personne. Bon, évidemment, l'email, c'est idéal, mais le prénom est Donc on intéressant. s'attendrait pas en fait à avoir des prénoms ici. On les a détectés avec l'outil qui a regardé tous les fichiers, toutes les tables, qui a détecté ça en passant. Mais on peut le faire aussi avec des emails. On peut voir ça, des données email, enfin toutes les données RGPD en fait. Voilà, il y Ouais. a même, une coche en haut, on peut sélectionner d'un coup toutes les natures, RGPD. Mmh. Voilà et donc il va sélectionner, les civilités, hein, puisqu'une civilité est en général proche d'un nom, les RIB, les noms de famille bien sûr, les identifiants, différents identifiants, les numéros de Mmh. sécurité sociale et cetera et cetera. Donc tout ce Mmh. qui C'est très survit. quantitatif en fait. C'est vraiment Oui. quantitatif. Ouais. Exactement, c'est Mmh. quantitatif et c'est ciblé. C'est-à-dire que, en général, donc à partir de le tableau qu'on a montré tout à l'heure de couleurs, la map de couleurs qu'on a montré est issue de ce genre de jeu de données. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on peut savoir, en suivant un chemin sur un file system, sur un système de fichiers, on peut savoir dans quel fichier Excel et dans quel onglet on a trouvé ces données personnelles. Et très souvent, on constate que quand on livre ces résultats à nos clients, ils sont souvent très surpris Mmh. de certains endroits, en effet, où ils trouvent des données personnelles. Ils ne s'attendaient pas du tout, à trouver des données personnelles dans tel répertoire ou dans tel fichier Access et ce qui se passe après, évidemment, dans ces cas-là, c'est de l'anonymisation puisque en général, ils s'attendent pas, c'est pas normal pour eux. Je me rappellerai d'un client notamment où, lors du premier rendez-vous, on a livré des résultats et on l'a informé qu'on avait trouvé de 3,5 millions de numéros de téléphone dans un des disques réseau, alors que la société comptait 200 ou 300 disques réseau et au bout de quelques heures, on avait identifié ça et ils étaient assez incrédules. Ils ont voulu aller regarder, ils ont été sur l'explorateur Windows en direct, ils ont regardé, ils ont ouvert le fichier. Ah oui, mais qu'est-ce que ça fait là? Effectivement, il y avait une accumulation depuis plusieurs années de données très, très personnelles, des numéros de téléphone avec des noms et prénoms à côté. Et donc, voilà, ces cartographies permettent de voir la réalité des choses. On n'est plus Mmh. sûr de l'interrogation, de l'interview, de la mémoire ou de la documentation obsolète. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on peut se connecter, on l'a vu un petit peu dans les menus déroulants, mais c'est très facile de se connecter à toutes les sources dans l'entreprise. Donc ça peut autant pour peut-être le Shadow IT, des lecteurs réseau, du stockage de fichiers, des blob stores, des choses comme ça. Autant on peut faire ça, autant on peut aussi se connecter à des bases de données dans le cloud, on-premise. On peut accéder à toutes les ressources de l'entreprise et faire cet audit d'une manière complète et en un coup, c'est ça? Ouais. Exactement, parce que en général, on fait un scan qui est à la fois Shadow IT et on va dire l'IT officiel. Le mécanisme est exactement le même et c'est chaque fois ça nous frappe, de voir qu'effectivement dans la partie Shadow IT, de mémoire sur un de nos clients récents, il y avait 100 fois plus de données personnelles. Mmh, Puisqu'il y a une mmh, mmh. accumulation, les commerciaux ont des listings un peu partout, ils les laissent sur les disques réseau, donc il y a beaucoup de duplication et ça, aux yeux de la CNIL, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que ce sont des données qui doivent être soit effacées, soit anonymisées. Et et en plus, enfin, peu importe le système, si c'est du Exactement. SharePoint, on peut scanner 300 SharePoint d'un coup. Si c'est du Google, on peut scanner aussi, de l'AWS, on peut scanner aussi, ou des systèmes, plus métiers, sur des applications métiers, Sur des CRM ou des choses comme ça, oui. ouais, Oui, ouais. exactement. On rajoute régulièrement des connecteurs. On a un grand nombre de connecteurs Mmh mh. et on en rajoute régulièrement. Donc, ça permet effectivement, dans des systèmes un peu plus anciens où les données sont un petit peu captives, de faire des vérifications. De Mmh. faire des vérifications et surtout de se mettre en conformité, puisque le but ultime, c'est quand même de se mettre en conformité par rapport à la réglementation. Voilà, alors autour de cette idée de se mettre en conformité qui est ce qu'on a en visée, ce qui est la raison d'être de tous ces travaux, on peut parler un petit peu plus des bénéfices, peut-être étaler un petit peu plus, la vue des bénéfices.
Donc là, dans ce qu'on a vu, on a vu des exemples de cartographie automatique pour pouvoir trouver les données sensibles automatiquement sur tout la SI. Qu'est-ce que ça veut dire la contextualisation? Alors la contextualisation, alors on peut la voir, de plusieurs façons. On va séparer en 2 parties. On va parler d'un côté des bases de données et de l'autre côté des fichiers. Je vais commencer d'ailleurs par les fichiers. Tout à l'heure, on a montré un schéma où il y avait direction générale, ressources humaines, et cetera. Donc contextualiser, c'est dire on a trouvé 2 millions de numéros de téléphone. Oui, mais quel est le service au sein de mon entreprise qui se sert? Donc qui? Le qui? On a répondu, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme données? Il est là et vous avez des numéros de téléphone, des noms et des prénoms dans sa zone. Il y en a beaucoup. Quel est le département? Donc la contextualisation, pardon, c'est toute cette opération d'enrichissement qui permet de savoir à qui appartiennent ces données ou qui les a produits. Voilà. Pour une base de données, ça peut être à quel applicatif est reliée cette base de données. Bon, ben, si elle est reliée, il y a une liste de noms, elle est reliée au système RH ou au système de paie, par exemple, de paiement des salaires, bon, ben, il n'y a aucun problème. La CNIL ne verra aucun inconvénient à ce que la société conserve ses données puisqu'elle doit payer ses Mmh. salariés. Par contre, lors de la contextualisation, on s'aperçoit que parfois ce sont des applicatifs obsolètes ou sur le Shadow IT, ce sont des bases de données Access qui sont là et qui ne devraient pas être là, qui conservent des données personnelles. Donc voilà, la contextualisation, c'est tout l'enrichissement. C'est on a trouvé des prénoms, oui, mais qui les utilise et au sein de quel applicatif. Et ça permet d'aboutir au registre des traitements. Et C'est l'étape nécessaire pour aboutir au registre des traitements. exactement le fondement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du RGPD, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit de détenir des données personnelles, ce serait absurde. Les banques ont le droit de maintenir, de garder la liste de leurs clients. L'essence même du RGPD, c'est de dire que toute donnée conservée, toute donnée personnelle conservée, doit être associée à un traitement justifiable. Mmh. Voilà. Donc, si vous la liste de vos clients, c'est un traitement justifiable. Par contre, les listes de diffusion auprès de prospects, vous êtes censé les garder 6 mois ou un certain nombre de mois et les effacer. Donc, le but, c'est d'arriver au traitement. Le DPO, lui, manipule les traitements, mais l'idée du bottom-up, c'est de partir de la donnée et de remonter progressivement au traitement, d'identifier la donnée personnelle et à partir de cette donnée personnelle, de regarder les applicatifs ou les répertoires du système de fichiers dans lesquels se trouvent ces données pour reconstituer, mais pourquoi est-ce qu'on se sert de ça? Et est-ce qu'on a vraiment le droit de continuer à se servir de ça? Mmh. Donc voilà. Et là, une fois qu'on a cette cartographie, eh bien, le registre des traitements est fortement sécurisé parce qu'il y a une garantie d'exhaustivité et Mmh. un pourcentage, une possibilité d'erreur très très faible. Donc le Mmh. DPO est assez tranquille à ce moment-là. On Au moment on de est dans la présentation preuve, devant la en fait. CNIL, voilà, on On est est dans dans la la preuve. ouais, ouais. Voilà tous les traitements que je Mmh. fais et voilà pourquoi je conserve des données personnelles pour ces traitements-là. Et c'est ce que demande la CNIL, c'est mettez-moi des traitements justifiables en face de données personnelles et vous n'aurez pas de problème. Ne le faites pas. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà, et là, on arrive en haut de la montagne, en fait, avec cette démarche, cette méthodologie qu'on déploie, on arrive en haut de la montagne avec une conformité dans la durée. Oui, ça c'est très important. Le but, c'est de se mettre en conformité, hein. La réglementation, elle n'a pas encore jusqu'ici été appliquée très durement, même si les premières sanctions sont déjà tombées. Mais la communauté européenne entend faire respecter sa loi. Je crois qu'il y a Meta qui a été condamné très récemment, je crois hier, à une Mmh. amende particulièrement salée de près d'1 milliard d'euros pour une non-conformité au règlement RGPD. Donc le Mmh. but, c'est vraiment de se mettre en conformité dans la durée, de pouvoir être tranquille, d'avoir le registre de traitement à jour et de présenter tout ça au régulateur. Et en fait, pour faire le lien avec ce qu'on était juste en train de dire, on a une idée de régularité. Que comme ça coûte beaucoup moins cher de faire ces analyses autant de fois qu'on veut, qu'on le souhaite, la perspective s'ouvre de pouvoir faire des, des contrôles réguliers, des analyses régulières. Exactement. Les données personnelles, ça revient. Vous les chassez par la fenêtre et elles reviennent par la porte parce que vous n'allez pas empêcher vos commerciaux d'écrire leur petit listing Excel pour les gens qui doivent contacter la semaine prochaine. Donc c'est naturel ou de fournir le CRM avec des prospects qui n'ont pas forcément accepté la connexion commerciale, qui ne sont pas encore des clients. Donc les données personnelles, dans le temps,
ça revient. Et puis, c'est très important de le faire dans la durée parce qu'une entreprise disciplinée procède à de l'anonymisation, c'est-à-dire garde une partie des données en excluant la partie personnelle pour faire des statistiques. Eh bien, il faut vérifier que ces procédés d'anonymisation, ces processus d'anonymisation ont bien marché. Donc, la durée est très importante. Ce serait merveilleux si on pouvait le faire une fois, mais c'est comme le ménage. On le fait une fois et puis il faut régulièrement passer au Karcher, enfin pour me remettre tout ça d'aplomb. Mmh. Et on parle aussi de mesures d'anonymisation. Alors pourquoi est-ce que, ce genre d'analyse permet de mesurer si l'anonymisation fonctionne? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors, par exemple, si vous avez je reprends mon répertoire de tout à l'heure avec, direction générale dans l'exemple du slide précédent, direction générale ressources humaines. Si j'ai 2 millions de prénoms là-dedans et qu'il a été décidé d'anonymiser, je suis le DPO. Dans un mois, je vérifie que sur ce même répertoire, je compare mes 2 résultats de scan, je suis passé de 2 millions à zéro ou à quelques-uns. Si je suis passé de 2 millions à 3 millions, alors là, j'ai le droit de taper sur la table en me disant: «Mais je croyais que c'était anonymisé». Donc on peut vraiment contrôler, répertoire par répertoire, base de données par base de données, table par table, l'efficacité de l'anonymisation. Mmh. Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, en regardant le logiciel, on appuie sur le bouton «Démarrer une analyse», on fait ça toutes les semaines, tous les mois? C'est quel genre de fréquence? Alors Oh, une fois par trimestre, ce serait déjà bien. D'arriver à le faire une fois par trimestre, ce serait bien. De toute façon, ce sont des choses très transparentes, hein, ça passe sur les tables, il n'y a pas de calcul de requêtes, donc ça ne surcharge pas le système. Après, pour des raisons les personnes qui le font pour des raisons de sécurité dans des domaines particulièrement sensibles le font plus souvent, mais en général, oui, tous Mmh. les 3 mois pour s'assurer. Ça dépend de la capacité à produire de la donnée personnelle, en fait, de l'entreprise, mais tous les Mmh. 3 mois, Voilà, c'est bien. à quelle vitesse est-ce que ça évolue, en fait? Oui, Ouais, exactement. ouais, et on l'a pas vu tout à l'heure, mais on peut aussi faire des KPI, tu en parlais un petit peu, en termes de visualisation. On peut voir dans la durée aussi Oui, si le système est sous contrôle, hein. exactement, on peut créer des sortes de séries temporelles et de voir, par exemple, le nombre de numéros de téléphone dans telle base de données, comment il a évolué dans le temps. Ah, j'en avais 2 millions en janvier, j'en avais plus que 1 million au deuxième trimestre, donc en avril. Ah, en juin, ça remonte, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas anonymisé. Ah non, mais il y a voilà, on pilote réellement l'accumulation de données personnelles au sein de son système Mmh d'information mh. et ça, c'est très important. Ouais, et effectivement, je sais que la CNIL apprécie la mise en œuvre, une politique de moyens pour lutter contre la détention de données personnelles sur le réseau. Et à partir du moment où une entreprise a encore beaucoup de données personnelles stockées, mais qu'elle vient de très très loin, tu donnais des chiffres effectivement qui étaient assez conséquents. Si elle montre qu'au fur et à mesure de ces scans, le nombre de données personnelles diminue, eh bien la CNIL, dans ces cas-là, ne sanctionne pas et effectivement privilégie les entreprises qui mettent en place des politiques. On sait que c'est pas un coup de baguette magique que ça fonctionne, que c'est des politiques qu'il faut conduire dans la durée, répéter, répéter, répéter aux collaborateurs les règles autour du RGPD et le fait que les entreprises soient bonnes citoyennes sur le sujet, la CNIL en tient compte et ne sanctionne pas ce type d'entreprise et ce type de comportement. Mmh. Ouais, puis commencer par avoir un tableau de bord, c'est la première étape Voilà, pour pour voir voir où on est. Ouais, pour voir, exactement, Et ouais. être en très bien. conscience. Ouais. Oui, très bien. Donc, si on veut en savoir plus, on peut parler avec Telodata, Valérie, c'est ça? Exactement. Alors, bravo messieurs, 27 minutes pour un webinar de 30 minutes. Encore bravo à vous. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Tell of Data, un éditeur de logiciels. Nous avons dans notre actionnariat, entre autres, le groupe Nextedia qui est coté à Euronext. Une des premières caractéristiques et un des premiers avantages de Tell of Data, c'est que c'est une solution no-code, donc tout le monde peut l'utiliser. En un jour de formation, on arrive dès le lendemain à être autonome pour conduire un certain nombre de travaux, notamment les cartographies dont on vient de vous parler là durant ce webinaire. Alors juste les cartographies, pardon Valérie, c'est Je t'en beaucoup moins prie. long. Si quelqu'un veut juste utiliser Tell of Data pour les cartographies, c'est du zéro formation. On l'a vu, c'est très simple. Pardon, C'est vrai, exactement, c'est vrai. Et effectivement, le un jour de formation correspond plutôt à la dernière phrase qui est sur le slide, qui est que l'origine de Tell of Data, c'est de disposer d'un outil pour auditer et contrôler la donnée. C'est aussi un outil de data quality qui permet, entre autres, de lancer des alertes et de redresser la donnée, donc de l'auditer
pour la maintenir et pour la garder sous contrôle, notamment pour les données personnelles, mais en même temps pour redresser un certain nombre de données. Voilà pour ce webinaire. Messieurs, est-ce que vous voulez, moi j'ai terminé de mon côté, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose en guise de conclusion avant de terminer? Il nous reste une poignée de secondes. Bon, je pense que tu as très bien conclu. Ok, ça marche. Écoutez, merci à vous, merci pour votre présence à ce webinaire et très bonne journée et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Au revoir. Au revoir.